Bonjour à tous et bienvenue sur Les Numériques. Aujourd'hui je vais vous parler de la 8e voiture la plus vendue depuis le début de l'année et de la 2e voiture hybride rechargeable la plus vendue depuis le début de l'année. J'ai nommé l'A308 PHEV ici dans sa déclinaison 180 chevaux en finition GT. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ce véhicule, vous allez pouvoir lire le test pour ça. Mais je voulais juste aborder 3 points en particulier sur cette nouvelle 308. D'abord, je voudrais vous parler de l'agrément de conduite. Ensuite, je vais vous faire un petit point sur toute l'interface et son système multimédia. Et puis enfin, je voudrais faire aussi un petit point sur les consommations. Comme c'est un hybride rechargeable, c'est toujours un point un peu polémique. Donc je vous ai dit que j'allais vous parler de l'agrément. Et sur ce véhicule, il y a effectivement 2 aspects qui font qu'elle se démarque. La première, en fait, c'est sa chaîne de traction, sa motorisation. On a ici un moteur 4 cylindres qui développe 150 chevaux, couplé à un moteur électrique qui en développe, lui, 110. Le tout permet de développer 180 chevaux pour 360 Nm de couple. Et cette motorisation est couplée à la boîte qui est maintenant un petit peu connue chez Stellantis, la boîte EAT8. Eh bien, figurez-vous qu'en dépit de son poids de plus de 1600 kg, en fait, cette 308 se révèle être particulièrement agréable sur la route. Les performances sont très suffisantes et surtout, si on s'habitue au e-cockpit, si on y trouve ses aises, personnellement, je trouve que la position de conduite et la préhension du volant est tout à fait remarquable. La direction est très précise et on a en fait une excellente communication entre la gestuelle que l'on veut faire et le placement de la voiture sur la route. On a du coup un ensemble qui est parfaitement bien maîtrisé. On a une très bonne gestion du roulis aussi. Alors pour le coup, le freinage, lui, manque un petit peu de consistance sur des freinages appuyés. Mais au final, voilà, moi je trouve qu'on a un agrément de conduite qui, grâce d'une certaine façon aux performances suffisantes du moteur et de l'autre, la position de conduite qui est à mon sens quasiment exemplaire, ces 2 couplets font que la voiture se révèle particulièrement agréable à utiliser. Tout petit bémol en revanche sur le confort, en fait on a des jantes en 18 avec des pneus taille basse, ce qui fait que quand même en fait on sent particulièrement le passage en fait sur les dodanes, les raccords de route et autres imperfections du bitume. Mais néanmoins voilà, au global ça reste quand même excellent. Comme me le disait à l'instant mon caméraman préféré, sympa à l'intérieur, c'est plutôt design. Et effectivement, il a complètement raison. Et comme je vous le disais à l'instant, vous voyez, le volant tombe excellemment bien en main. En tout cas, voilà, par rapport à mon gabarit, je trouve que la position de conduite est tout simplement excellente. Néanmoins, si sur cet aspect je ne tarie pas d'éloge, je suis beaucoup plus mitigé sur toute cette interface tactile. Pour la simple et bonne raison que je trouve que l'ordonnancement est quand même un petit peu à revoir. Là par exemple, on est sur la page d'accueil. Du coup, de cette page, en fait, on va avoir accès à plusieurs menus. Alors ici, par exemple, on peut aller dans les paramètres. Et comme vous le voyez, en fait, alors ce n'est pas nouveau, mais c'est quand même relativement austère. Voilà. Si j'utilise mes 3 doigts, je reviens sur cet écran, sur ce mur applicatif. Et donc là, je vais avoir accès à toutes les aides à la conduite. On va avoir ici notamment en fait accès à des raccourcis qu'on va pouvoir choisir, et notamment le fameux maintien dans la voie qui se réactive à chaque redémarrage et qui n'est pas le plus efficace sur les petites routes. Donc il faut sans arrêt en fait revenir dans le menu pour le coupler, pour le désactiver, puisqu'il n'y a pas de raccourci direct. Je reviens comme ça. Là, on a accès encore aussi à d'autres touches, notamment la climatisation. On n'a pas d'accès direct ici pour pouvoir régler la température, par exemple. Il faut forcément passer par l'interface. Aussi, par exemple, en ce qui concerne la navigation, voilà, moi je trouve que c'est assez lent. C'est terrible en fait. Voilà, l'interface a quand même vachement de mal à réagir. Il y a pas mal de latence. Et quand on tape une adresse, par exemple, je vous mets juste le début, voilà, Boulogne. Voilà, en fait, la recherche est assez longue. Et puis, le temps d'y aller, le temps que ça s'active en fait et que ce soit pertinent. Voilà. Et une fois qu'en plus de ça, le trajet est défini, voilà, ça manque quand même de réactivité. Petit point cependant, comme la navigation est ici connectée, on a l'état de la circulation grâce à TomTom. Bon, et c'est un petit peu comme ça pour tout. C'est dommage parce que le graphisme est moderne.
très franchement, je trouve que voilà, c'est assez joli, c'est véritablement dans l'air du temps. Mais malheureusement, à mon sens, ça manque quand même de réactivité. Petite facétie stylistique propre à cette configuration et donc au e-cockpit. Peugeot nous offre un affichage 3D sur du coup l'ordinateur de bord. Donc ici, on est en 2D et si on appuie là, eh bien voilà, on a une superposition des écritures avec un effet 3D. Je ne sais pas si ça a un grand intérêt. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, encore une fois, c'est que la position de conduite fait qu'un affichage tête haute n'est pas forcément nécessaire. Par exemple aussi, là, dans justement l'organisation de l'interface, bon bah voilà, lorsque j'ai appelé le menu des notifications, bien pour en ressortir, voilà, il faut forcément que je repasse par la touche Home. Et puis, alors que j'ai tapé Home, finalement, je reviens sur l'écran sur lequel j'étais précédemment. Donc il faut encore réutiliser ces 3 doigts pour arriver là. Et si je veux revenir sur l'écran qui était un écran divisé, voilà, il faut encore que je rappuie là. Voilà. Voilà, je trouve que tout ça manque un petit peu d'intuitivité. Si à droite on a la traditionnelle trappe à essence, sur ce côté, on va trouver une prise puisque cette voiture est une hybride rechargeable, ce qui implique forcément qu'il faut qu'elle soit rechargée régulièrement. Cette prise permet donc de recharger la batterie qui offre ici 12,4 kWh de capacité. Avec cette batterie, on a mesuré une autonomie d'environ 45 km en tout électrique. C'est moins que ce que nous promet Peugeot avec ses 60 km, mais ce n'est pas si mal puisque cette mesure a été réalisée sur un cycle mixte comportant route, autoroute et route. Donc en adoptant une éco-conduite ou en ville, on peut finalement facilement en tout cas dépasser les 50 km. Une fois cette batterie vidée, le problème c'est qu'on se retrouve avec un bas-lourd de quasiment 350 kg par rapport à la version thermique de 130 chevaux. Néanmoins, la batterie ne se décharge pas totalement en réalité. Il reste toujours une petite partie qui permet en fait à la voiture de fonctionner en hybride simple on va dire. Au niveau des consommations, on a relevé sur autoroute 7,5 litres, sur route 5,5 litres et en ville 6,2 litres. C'est pas si mal en réalité. Mais si on veut réellement faire des économies, il faudra absolument recharger cette voiture quasiment tous les jours. Effectivement, à plus de 41 500 €, cette voiture représente un surcoût de plus de 7 500 € par rapport à la motorisation full thermique 130 chevaux. Alors bien entendu, elle présente un agrément qui est différent, mais voilà, ça sera un peu à chacun de voir si oui ou non on a besoin de conserver une autonomie électrique pour rentrer par exemple dans les ZFE. Sinon, le surcoût sera peut-être un peu difficile à rentabiliser. Voilà, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à aller vous abonner sur notre chaîne et puis on se revoit dans une autre vidéo. Ciao!